Salut l'équipe. La première des choses, en premier vous allez avoir donc contact avec le vendeur. Ce que je vous conseille, c'est toujours mon avis très personnel, et ce que je vous conseille clairement, c'est de lui demander de vous fournir une copie de la carte grise et de lui montrer que vous allez sur place, une fois sur place, regarder les numéros de série qui coïncident bien avec le carton, c'est-à-dire que vous avez sur le châssis les numéros de série, c'est la frappe à froid. Qui est jointe généralement à une petite plaque en aluminium sur laquelle vous retrouverez les mêmes numéros de série que sur la carte grise. Donc le numéro de série sur le châssis, il pourra vous permettre de vérifier la concordance avec le carton, et puis en plus de vérifier l'année de fabrication du quad. Parce que bien souvent, vous avez une carte grise avec une mise en circulation, par exemple de 2008, et puis vous vous rendez compte en tapant les numéros de votre machine sur les sites de revente que la machine a été fabriquée 1 an ou 2 ans auparavant. La raison, c'est que bien souvent, quand ça arrive, il y a des acheteurs qui homologuent, qui ne font pas les papiers rapidement de leur véhicule, et puis c'est des véhicules qui sont homologués plus tard, donc par ou certains homologateurs. Et du coup, vous vous retrouvez avec une machine estampillée sur la carte grise de telle année, alors que vous avez un modèle précédent. Et souvent, le mec, il le sait, mais il vous le dit pas. Donc ça, c'est le côté administratif que vous pouvez déjà anticiper avant de vous déplacer avec une remorque, machin, tout le cinéma pour aller chercher un quad à Babelwed. Et puis de là, vous avez déjà avancé dans le processus. Ensuite, si vous pouvez vous faire fournir le carnet d'entretien, bon, ça, c'est vrai que sur des machines qui ont une dizaine d'années, c'est rare qu'on arrive à choper un carnet d'entretien. Mais bon, en règle générale, le gars, il a quand même quelques factures, donc vous arrivez quand même à retomber sur vos pattes, à savoir s'il a fait piston, segmentation, les jeux aux soupapes, très important sur les 4 temps, parce qu'aujourd'hui, on trouve plus que du 4 pattes. Du 2 temps, il n'y en a plus, à mon grand regret. Donc jeux aux soupapes, piston. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vidange, ça c'est évident quoi. Donc ça, s'il n'a pas les factures, le type il a au moins les bidons d'huile, et vous vous rendez compte que bon, en règle générale, on voit plus ou moins, enfin en tout cas pour ma part, je vois qui j'ai affaire. En règle générale, j'achète des machines à des gens qui les ont soignées, et j'essaye de faire en sorte de partir sur quelque chose de plus simple possible. Donc on s'en rend compte au premier abord sur un côté esthétique, c'est-à-dire les pneus, les jeux dans les bagues. Sur un quad de ce type, on s'en rend compte sur le kitchen, les vidanges, donc vidange filtre, voilà, tout ce truc d'entretien, on va dire basique général. Première chose à faire à votre arrivée sur place, pour ma part, en tout cas je le fais, quand j'achète une machine pour rouler avec, pour la garder, pour pas être emmerdé à toutes les sorties avec des collègues, c'est clairement vous demandez au vendeur de ne pas faire tourner le quad avant votre arrivée. C'est-à-dire que vous arrivez, le quad est froid. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où vous allez démarrer votre quad froid, vous allez avoir une réaction au niveau du moteur que vous n'aurez pas si vous arrivez quand le quad est chaud. C'est-à-dire que si vous avez la surprise de vous rappeler que votre quad a un problème de démarrage à froid, ben, vous l'avez à la maison. Si vous l'avez sur place, vous repartez, parce que en règle générale, sur les sites de revente, les gars ils disent toujours c'est un problème de carburation, ne vous inquiétez pas, c'est un réglage carbu. Sur un 4 temps, ça peut être un réglage carbu, mais en règle générale, quand on a un problème de démarrage à froid, démarrage à chaud ou l'échappement qui pète, il y a beaucoup de chances pour que ce soit un problème au moteur, c'est-à-dire soupape, c'est-à-dire tout ce qui est système d'échappement. Très honnêtement, quand on part sur une chose comme ça, si vous êtes novice, lâchez direct l'affaire. C'est même pas la peine. Vous allez partir dans des frais terribles. Si c'est pour le mener au garage, vous allez vous faire ouvrir. Donc ça vaut pas le coup. Deuxième chose importante dans votre choix, c'est la marque. À savoir que des fois il y a des quads qui font envie, des marques un peu luxueuses on va dire, mais les pièces sont très chères. C'est-à-dire que si la machine n'a pas été entretenue et en plus vous avez une marque qui a des tarifs exorbitants au niveau des pièces, avec des options terribles, vous allez vous bouffer les coups. Tout dépend de l'utilisation claire de votre machine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez quelque chose pour aller balader, l'idéal ça va être un truc de ce style, basique, avec 2 roues motrices, une kitchen au niveau de la transmission, donc pas de pont au niveau des transmissions, pas de cardan, pas de boîte de transfert. Donc du coup vous allez arriver déjà à réduire les coûts d'entretien de manière importante. Pour les gros quads agricoles, on refera une vidéo, là on est vraiment sur le basique.
Donc déjà, premièrement, démarrage à froid, puis démarrage à chaud. Si vous voyez que la machine tourne mal et que vous n'y entendez pas, passez la main. Fumée. Vous démarrez, vous laissez tourner, vous essayez. La fumée, important de regarder que vous n'ayez pas une fumée dégueulasse ou une odeur particulière qui fait que vous ferez de l'huile ou de la flotte. Ça, vous ouvrez la selle, donc généralement, l'ouverture de la selle, c'est quasiment tous les poids. On ouvre ici, on a la boîte à pic qui se trouve dessous. Et vous accédez à votre filtre à air, vous jetez un œil sur le filtre à air. Si vous voyez qu'il est dégueulasse, le mec n'entretient pas, ça vaut 10 balles. S'il n'a pas fait ça, je pense qu'il n'a pas fait le reste. Très honnêtement, selon le budget du quad, partez sur autre chose. Ensuite, le contrôle des fluides, très très important. Le liquide de refroidissement et l'huile. Donc vous regardez les niveaux. Pareil, là, si le mec ne tient pas ses niveaux, on passe à autre chose. En gardant toujours à l'esprit qu'un 4 temps c'est très coûteux à l'ouverture et à la refermeture. Les pochettes de joints coûtent une blinde, le kit distribution coûte une blinde, une réflexion de culasse c'est même pas la peine, quelle que soit la marque, vous allez vous retrouver dans la panade. Donc à vérifier en priorité, c'est clairement le bon fonctionnement à froid, à chaud de la machine sans bruit suspect. Déjà à partir de là, on va dire que dans les machines qu'on trouve au jour d'aujourd'hui sur le net, vous allez arriver quand même à faire le tri. D'autant que 9 sur 10, les problèmes sont les mêmes, il n'y a pas de démarrage à chaud, il n'y a pas de démarrage à froid, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et puis au final, on arrive toujours avec un haut moteur qui dégage, ou qui est en train de dégager par manque d'entretien, par manque de passion, on va dire. Le mec il ne fait pas chauffer, il démarre, il part comme un âne. Bon voilà. Ensuite, au niveau de l'esthétique, comme je disais, au niveau des pneus, les bagues. Donc au niveau des pneus, c'est pas compliqué. Vous vous rendez compte de l'état. C'est pas une bécane, donc les pneus sont beaucoup plus chers. Donc si vous achetez une machine avec 300 balles d'écart avec une qui a les 4 pneus neufs, franchement prenez les 4 pneus neufs parce que c'est ce que ça va vous coûter sur la machine qui les a morts. Et s'ils sont morts, c'est peut-être que le mec s'en occupe pas très bien. Moi je ne joue pas avec les motos ou des quads, des bagnoles. Qui ont les pneus morts. Le mec qui en arrive là, c'est qu'il fait le radin sur l'entretien, s'il fait le radin sur les pneus, il fait le radin sur la mécanique. C'est mon point de vue. Ensuite, donc au niveau des pneus, vous faites tout, regardez qu'il n'y ait pas de mèche, ou pas trop. Bon, généralement, même quad, sur une quad, souvent on a des mèches, mais bon, si elle est criblée, si votre pneu est criblé, vous allez être emmerdé. Les coups sur les roues. Donc au niveau du tour de jante à l'extérieur et à l'intérieur, surtout les roues avant, parce qu'en règle générale, les mecs qui tapent dans les trottoirs, vous mettez un coup sur la roue, ça ne tournera jamais plus rond. Et puis une jante à remplacer, si c'est une jante à alu, ça là c'est la mort parce qu'elle est fendue dedans. Et si c'est une jante toile, bon, il faut la changer quand même quand c'est un coup. Et puis vous arrivez, vous allez démonter une jante, derrière si les pneus sont limites, ça coûte 2 pneus, et puis bon après voilà. Donc c'est tout un tas de frais qui coûtent 2 fois plus qu'une bécane. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, on va faire le tour de la partie cycle. Les plaquettes. Alors pas facile à vérifier sur les quads au niveau de l'avant, c'est vrai, parce que en règle générale il faut démonter la roue, parce que bien souvent quand c'est des jantes tôles, elles sont rentrées sur l'étrier et du coup on a du mal à voir les plaquettes. Par contre à l'arrière, notamment sur un quad comme ça, étant donné qu'il n'y a qu'un seul étrier, c'est facile de se rendre compte de l'état. Le kitchen pareil, on le voit facilement, donc c'est le même principe qu'une bécane. On regarde que les dents ne soient pas trop pointues et puis qu'il n'en manque pas, parce que moi j'en ai vu où il en manquait. Que la chaîne ne soit pas abîmée, bon mais ça on va dire c'est assez facile. Concernant, qu'est-ce que j'ai oublié? Les roulements de roue. Donc les roulements de roue, pas compliqué du tout. Vous mettez sur le côté, on tire le quad d'un sens de l'autre. Alors il y a toujours un jeu de fonctionnement minime. Si le quad il balance, c'est mort. Et après vous avez les bagues de triangle. Donc les bagues de triangle, pareil. On se met devant, on relève le quad et on va jusqu'au moment où on décolle les roues. Là vous avez pareil un petit jeu de fonctionnement parce qu'il y a les bagues de triangle, il y a les rotules, il y a le bas de l'amortisseur, il y a le haut de l'amortisseur, donc forcément vous avez un petit jeu de fonctionnement. Mais ce jeu là il va se jouer dans l'ordre de 3 mm maxi quoi. Si vous levez, que vous avez 1 cm de claquement, c'est qu'il y a du tap devant. À l'arrière, idem, on relève là pour la biellette d'amortisseur. Et puis hop, on fait décoller les roues doucement. Pareil, petit jeu de fonctionnement, mais rien de dramatique. Il y a un petit jeu de 3-4 mm, c'est pas la peine d'intervenir. De toute façon, même avec de la pièce neuve, il arrive qu'on ait quand même ce jeu de fonctionnement. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Je vais me pencher maintenant sur les objets que vous pouvez avoir avec vous pour un contrôle qui peuvent être intéressants. Alors le premier déjà, c'est ça. Pardon.
Et celui-ci, ça c'est un thermomètre à distance, donc très sympa pour pouvoir prendre la température du moteur. Donc là il est arrêté, donc forcément on a la température extérieure. Par contre, une fois que le moteur tourne, vous pouvez contrôler la température de vos durites de liquide de refroidissement, ce qui vous permet de savoir s'il y a un calorstat ouvert ou pas, ce qui vous permet de savoir si votre moteur monte en température ou pas, et puis en fonction du constructeur, vous savez la température, bon en règle générale c'est toujours pareil, mais vous savez la température dangereuse de telle à telle machine. Deuxième chose, un miroir, pas pour se regarder ou pour aller faire le mariole à se recoiffer, mais pour pouvoir jeter un œil sous le châssis. Donc avec ça vous pouvez regarder déjà au niveau des bouchons de vidange, à savoir s'ils n'ont pas été foirés, on peut voir déjà si c'est d'origine, parce que le bouchon de vidange foiré, ça implique qu'il a été mis un hélicoil ou qu'il a été remis un bouchon en forçant comme un âne sur le carter, et puis si le carter il vient à déconner, derrière le changement de carter c'est infernal. Pour une petite connerie, on arrive dans un problème incroyable. Ensuite, ici, le stéthoscope, pas pour jouer au Doppler avec la voisine. Tac, ici vous allez pouvoir mettre le stéthoscope sur vos oreilles, et puis alors là c'est vrai que si vous êtes novice, il y a des bruits qui pourraient vous paraître suspects et qui ne le sont pas, et inversement. Mais en règle générale, si vous entendez un petit bruit malsain au niveau du moulin, vous pouvez arriver à isoler où se trouve le bruit. Moi ce que je vous conseille, vous isolez où se trouve le bruit, avec ça vous arriverez à le trouver à 5-7 cm près maximum. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez isolé le bruit, vous n'avez qu'à passer un coup de fil à quelqu'un qui s'y entend un minimum et lui dire j'entends un bruit à tel endroit. Ou jeter un œil même sur Google et ton ami, parce que clairement on trouve bien plus de solutions que même toutes celles que je viens de vous donner. Ce qui est super pratique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde parce que je me suis fait un petit sèche là pour ne pas oublier de vous dire, voilà, surtout l'entretien, le suivi. Ça c'est le top. Quand vous avez un suivi déjà pour vous, puis pour l'éventuelle revente, c'est magnifique. Si le mec il vous sort toutes les factures, vous achetez un Kimco, le mec est allé chez Kimco, bam, il a fait tout l'entretien, vous avez toutes les factures du garage, machin. Fantastique, ça arrive très rarement, mais quand vous arrivez à ça, c'est super. Et puis voilà, et surtout choisir une marque qui a pignon sur rue et avec laquelle vous pourrez trouver de la pièce peu coûteuse et puis comment dire, relativement accessible en termes de temps d'approvisionnement. Voilà, si vous partez par exemple sur du Kimco ou sur du Polaris, bon, un budget plus long, vous allez arriver à trouver toutes les pièces de votre besoin. Yamaha pareil, voilà, il y a pas mal de marques. Après je ne vais pas citer celles que moi j'aime pas, ça c'est autre chose. Quoique on le fera sur un vidéo d'achat. Mais voilà, il y a des marques à éviter clairement. Bon, pour le coup, écoutez, là on est sur une machine basique que je conseille clairement à tout novice ou personne qui veut balader de temps en temps. C'est clairement au niveau coût, entretien, consommation, assurance, voilà, achat, on en trouve des très propres aux alentours de, je dirais, aller entre 2000 et 2500 balles aujourd'hui, dans les années de 2005 à 2008, quoi. Voilà. Et puis ça reste un duromotrice. Alors à l'utilisation en colline, c'est vrai que c'est pas, disons qu'il y a quelques lacunes, mais au niveau coût, entretien et puis amusement, c'est pas mal. On va dire qu'au niveau du prix amusement, c'est un jouet assez sympa à avoir dans son garage. Et puis ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Alors ça c'est pour la communauté quoi. Et puis en plus liker et me donner vos ressentis par rapport et à la vidéo et à vos besoins. J'ai accès à beaucoup de machines par le biais de mon boulot. Je travaille dans la pièce, c'est pour ça que je fais cette vidéo là pour ma clientèle. À tout un tas de machines, le trail, le cross, le quad, la TC, le trial. Donc je suis pas expert dans la conduite, par contre j'ai énormément de machines à ma disposition, énormément de pièces et j'ai un retour d'expérience par rapport aux machines à acheter et ne pas acheter, que je me ferai un plaisir de vous donner, plutôt en privé parce que j'aime pas dénigrer les marques. Voilà. Je préfère quand même rester, on va dire, global dans mes idées et pas forcément donner des idées négatives sur certaines choses, bien que j'en ai. Voilà, bah, je vous souhaite un super achat et puis je suis à votre disposition pour tout conseil, pour que vous ne fassiez pas enfler sur votre acquisition
Et puis pour vous aider éventuellement à l'entretenir, s'il vous faut des conseils montage, démontage ou quoi que ce soit, envoyez un email à